Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Jessie. Elle est artiste et fondatrice de sa propre marque Web3. Comment tu vas, Jessie? Salut Romain, merci de m'inviter. Aujourd'hui, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super, hein, en pleine forme. J'adore commencer les journées par des enregistrements, donc écoute la patate. Alors écoute, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, c'est la tradition du podcast. Première question, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir l'univers Web3? Alors, avant de découvrir l'univers Web3, j'étais chez moi, parce que c'était le confinement, du coup, je venais d'ouvrir ma propre entreprise qui s'appelle Art from Future. Et en fait, à la base, j'étais en train d'ouvrir une marketplace pour vendre les œuvres des jeunes artistes. Et avant ça, en fait, j'ai fait une école de commerce, l'ESCP. Et du coup, en fait, en passant du temps chez moi, je suis tombée sur Clubhouse et c'est là que j'ai découvert le monde du Web3. Ok, donc en fait, c'est vraiment ouais, cette période de, on va dire, de confinement, etc., qui fait que, avec l'arrivée de Clubhouse, que tu as découvert des rooms sur le sujet, ou enfin, c'est plutôt après aussi ton entourage qui t'en a parlé, enfin, c'est vraiment Clubhouse qui t'a initié au sujet? Ouais, en fait, moi, j'ai découvert la blockchain en 2018 quand j'étais en train d'étudier à l'ESCP parce qu'on avait un cours sur le marché de l'art avec un prof de chez Christie's. Je sais plus comment c'est arrivé, mais quelqu'un dans la classe a parlé de la blockchain. Et en fait, je m'y suis vachement intéressée, sauf qu'à l'époque, j'avais un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on pouvait vraiment lier la technologie de la blockchain avec des œuvres d'art physique. Donc entre-temps, j'y ai plus trop pensé. Je m'intéressais surtout aux certificats d'authenticité et cetera, mais voilà, j'étais pas on va pas dire que j'étais vraiment dans le Web3 à ce moment-là. Mais en fait, en février 2021, je suis tombée sur Clubhouse et j'ai fait la rencontre de Artemore qui était aussi dans Clubhouse. Et je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un jeune mec qui est collectionneur d'art. Et en fait, lui, il était déjà dans les NFT et il parlait beaucoup de Nifty Gateway, etc. Et c'est vraiment là que j'ai découvert le monde des NFT et que j'ai commencé vraiment à me poser des questions et à me dire que c'était vraiment dans cette direction-là que je voulais aussi aller. Ok, donc ouais, c'est presque, enfin, c'est une rencontre en deux temps avec, bah, ça se passe souvent comme ça d'ailleurs, dans les personnes qui rencontrent le Web3, ils en entendent parler, puis bon, voilà, ils vont pas forcément beaucoup plus loin, ils sentent quand même qu'il y a un truc, et puis ensuite il y a une deuxième rencontre ou un deuxième événement qui fait que ça y est, là, ils décident d'y aller de manière, on va dire, plus forte. Et voilà, peut-être toi, de ton côté, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises, bah, qu'est-ce qui fait que peut-être voilà cette rencontre avec Artemore, etc., fait que tu t'es dit, tiens, là, il y a vraiment un truc et ça y est, je vais y aller et je vais me lancer à fond. Ouais, je pense que j'essaye de me souvenir parce que j'ai l'impression que tous mes souvenirs sont très flous. Parce que comme tu sais, genre dans le Web3, il y a tellement de choses qui se passent, du coup, on a parfois l'impression de perdre la mémoire. Mais si je me souviens bien, ce qui avait été hyper intéressant pour moi et je pense pour beaucoup, c'était la première vente de Beeple. C'est là où on s'est quand même tous posé des questions et on s'est dit non mais c'est quand même extraordinaire. Une œuvre a été vendue pour autant, enfin je sais plus exactement pour combien elle a été vendue, mais vraiment très très cher. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était que Artemore, il nous avait raconté qu'il avait acheté justement une œuvre de Beeple via Nifty Gateway pour 1 $. Parce que à l'époque, je sais pas s'ils le font toujours, mais tu pouvais participer à des espèces de raffles. Donc en gros,
ils choisissaient, quelqu'un, enfin certaines personnes au sort et en fait, si tu étais choisie, tu pouvais acheter une œuvre d'un artiste genre méga connu pour rien du tout et en fait, c'est vraiment là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit: «Attends, mais c'est cool, je peux commencer en fait en tant que collectionneuse à participer à des raffles, en plus avec ma carte bancaire». C'est ça aussi qui m'avait intéressée parce que c'est vrai que quand tu es nouvelle ou nouveau dans ce milieu-là, le wallet, ça peut faire un peu peur parce que tu sais pas forcément comment l'utiliser et en fait, Nifty Gateway, ça a cassé un peu la barrière entre, le monde du web 2 et le monde du web 3 parce que tu pouvais vraiment participer à ces raffles-là avec ta carte bancaire. Et c'est vraiment en fait à ce moment-là que j'ai commencé à tester des choses dans le Web 3. C'était via Nifty Gateway. Et en fait, j'ai commencé en tant que collectionneuse. Ok, bah écoute, top, merci pour les précisions. Alors ce que je te propose maintenant, c'est que bah, tu nous parles un peu de ton travail d'artiste. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Il y a tout le travail qui est fait autour de Girls Revolution. Il y a ce que tu développes aussi avec Jessie Fries. Donc voilà, bah, explique-nous un peu ce que tu fais au quotidien. Ouais, alors pour faire un résumé de ce que je fais, donc c'est effectivement, j'ai deux choses qui sont assez différentes. Donc d'une part, j'ai cofondé Girls Revolution avec Annelise Stern. C'est un collectif, on est 5 filles, femmes. En fait, on fait de la curation et des événements. Et notre but, c'est vraiment de mettre les femmes artistes en avant dans le Web3 parce que c'est vrai que c'est quand même encore un espace qui est très focus sur les crypto-bros. Et d'une autre part, j'ai mon projet à moi qui s'appelle Jessie Fries. Et en fait, c'est une sorte de performance artistique sur la blockchain. Et donc, à travers ce projet, je crée des œuvres d'art digitales, mais j'ai aussi un projet qui est très focalisé sur Lens Protocol. On pourra y revenir peut-être après sur ce que c'est le Lens Protocol. Et en fait, l'idée dessus, c'est vraiment d'offrir une expérience social media qui soit hyper interactive et immersive. Donc en fait, l'idée, c'est de sortir de juste, en fait, en tant qu'artiste, je pense qu'on peut aller au-delà de juste proposer des œuvres d'art digital et on peut utiliser les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la blockchain pour créer des nouvelles expériences. Pour Jessie Fries, en fait, mon idée, c'était vraiment de casser les codes qui existent dans le Web 3. Donc c'est vrai que moi je suis arrivée dans le Web 3, je suis une fille je suis hyper girly, enfin je suis très féministe et du coup bah c'est vrai que en étant sur Twitter, etc. J'ai eu vraiment beaucoup de mal avec toute cette culture qui est très centrée crypto bro. Et à travers mon art, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un sorte de comme un message féministe qui dit en fait, ben voilà, nous les femmes, on est là et on dit non au patriarcat. Et en fait, mon travail a évolué. Et quand je suis arrivée sur Lens Protocol, qui est un réseau social décentralisé sur la blockchain Polygon, j'ai voulu tester des nouvelles choses. Et en fait, j'ai eu l'idée, après avoir vu l'essor de tous les chatbots AI et puis ChatGPT avec OpenAI, etc., je me suis dit, ah mais si je créais mon propre chatbot qui va s'appeler Fries GPT. Donc c'était un peu une blague au départ. Je pensais même pas le développer au début, mais finalement j'ai des devs qui m'ont approché, on m'a aidé à mettre ce projet en place. Et en fait l'idée c'était de créer un chatbot qui pourrait, je sais pas comment on dit en français, mimique en anglais, je crois que c'est ça, mais qui pourrait copier ma personnalité. J'ai créé ce chatbot et en fait, je suis allée plus loin. Donc j'ai discuté un peu avec la team Lens et on m'a parlé de l'ERC 6551. Donc c'est un token bound NFT. Et en fait, le but de ce token, c'est qu'en fait, tu peux linker ta PFP avec un wallet. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'ai créé une profile picture qui ressemble à Jessie Fries, je peux la linker à son wallet. Donc c'est pas moi qui gère le wallet, mais c'est vraiment, je sais pas comment on dit en français. Je suis vraiment désolée. J'ai pas envie que les gens se sentent confus, mais en gros, tu peux donner tu peux coder en fait des certaines actions que ce wallet-là pourra
performer d'une manière autonome. Donc, c'est vraiment plus la personne qui gère, mais c'est le wallet, en fait, qui gère, entre guillemets, seul. Et mon idée, c'est vraiment de linker mon chatbot, donc PriceGPT, à la blockchain Polygon via le réseau social Lens. Et en fait, les personnes pourront interagir directement avec ce persona qui a été créé avec de l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est comme si moi, je me retirais en tant que personne physique et que je donnais le pouvoir à mon intelligence artificielle pour pouvoir performer certaines actions sur la blockchain et pour pouvoir communiquer avec les gens. Et il faut savoir que moi, en fait, j'ai programmé PriceGPT pour être hyper féministe. Donc, c'est ça qui est assez drôle, en fait, et c'est là où je parle de performance sur la blockchain. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai envie, ce que je peux dire, ce que je peux programmer, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui commente quelque chose sur le réseau social Lens, quelque chose de misogyne, par exemple, PriceGPT pourra automatiquement répondre avec avec une réponse genre hyper drôle, hyper féministe, qui peut être tout simplement fries before guys ou quelque chose comme ça. Voilà, je sais pas si ça fait sens. C'est un peu brouillon parce que c'est aussi nouveau pour moi et c'est quelque chose que je suis en train de tester, mais c'est vraiment vers là que je suis en train de me diriger. Yes, bah écoute, en tout cas, bon voilà, moi je suis aussi très actif sur Lens. Je pense qu'on en parlera après parce que bah voilà, c'est un réseau social auquel moi aussi je crois beaucoup et c'est intéressant qu'on en dise un petit mot. Mais ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, voilà, sur Lens, bon, on va dire que tu as ton compte conventionnel classique, d'ailleurs sur lequel tu as une grosse communauté qui se suit. Je crois que tu as plus de 7000 personnes aujourd'hui. Donc voilà, c'est toi qui interagis et c'est toi, voilà, entre guillemets, personne physique. Et tu as ton compte Jessie Fries, où là, finalement, c'est plus vraiment toi, mais c'est cette intelligence artificielle qui est, entre guillemets, paramétrée pour te ressembler et qui interagit à ta place, entre guillemets, quoi. Exactement. Bah, tu as fait un très bon résumé de tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Ok, Merci. non, non, bah, pas de souci. Content d'avoir bien compris. Et je voulais aussi que tu nous dises quelques mots sur tout cet univers autour des fries, parce qu'aujourd'hui, tu as un peu reconnu, bon, sur Lens évidemment, mais aussi sur Twitter, finalement, je sais pas comment on pourrait te qualifier d'ambassadrice des frites. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, pourquoi avoir voulu créer tout cet univers autour des fries? Ouais, c'est une très, très bonne question. Donc en fait, en 2022, ça faisait déjà un peu plus d'1 an que j'étais dans le web 3 et c'est vrai que je pense que je suis pas la seule, mais j'en avais un peu marre de voir, des mecs, qui se faisaient plein d'argent, tweeter, des choses comme, «In it for the culture» et du coup, je me disais: «En fait, je trouve ça bizarre, pourquoi ne pas être honnête et tout simplement dire que tu es dedans, pour, te faire de l'argent?» parce que finalement, c'est pas grave. Je pense qu'à 90 des gens, qui étaient en tout cas, qui sont venus dans le web 3 au début, c'était quand même pour se faire de l'argent et en vrai, moi, je suis pas contre. Je suis, au contraire, on doit tous, vivre, on doit tous se faire de l'argent donc autant être honnête et du coup, bah, j'ai voulu un peu, créer une satire de ça, version girl power et du coup, bah, je suis allée un peu avec le motto, «Fries before guys» et c'est en fait, c'est tout simplement, c'était en fait, j'y ai pas pensé, pendant 3 ans, hein. Je me suis juste dit: «Ah, ça peut être drôle, de commencer à créer des œuvres avec, le slogan "In it for the fries"». Donc j'ai commencé comme ça. J'ai créé une œuvre, sur Tezos, en fait, qui faisait partie d'une série qui s'appelle les Girly Girls et cette œuvre, elle a été, retweetée et achetée par, une artiste qui est très connue dans le crypto art qui s'appelle Stella Bell et en fait, à partir de là, j'ai commencé à faire toute ma communication autour des frites et ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que des gens, qui me suivaient déjà sur, Twitter ou même sur Instagram commençaient à m'envoyer des DM avec leurs photos, de déjeuner ou de dîner quand ils mangeaient des frites, mes amies quand elles sortaient à Paris et que moi j'étais en Finlande et qu'elles allaient boire un verre et qu'elles prenaient une assiette de frites, elles faisaient une photo, elles me l'envoyaient. En fait, j'ai remarqué que ça attirait l'attention de beaucoup de gens. Donc même des gens ont commencé à me taguer sur Twitter et cetera et en fait, je pense qu'inconsciemment,
j'ai commencé à créer une marque autour de mon univers qui est celui des frites. Ok, bah écoute, merci pour l'explication. C'est vrai que, enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, voilà, moi le premier, c'est vrai que désormais, voilà, dès que je mange une assiette de frites, je peux pas m'empêcher effectivement de penser à toi et on a tout de suite envie de faire un tweet ou un post sur Lens en lien avec ça. Donc, écoute, c'est incroyable. En tout cas, bravo pour le reach que tu as réussi à avoir sur ce sujet-là. Je sais pas si toi, tu as une actu en ce moment particulièrement bouillante que tu voudrais nous partager. Tu as notamment voilà, pris part au documentaire qui est diffusé sur Arte depuis quelques semaines, qui s'appelle NFT Chaos dans le monde de l'art. Et d'ailleurs, alors j'écoutais aussi cette semaine la room que vous avez fait dans NFT Morning, et tu disais justement que ça paraissait presque bizarre parce que bah, finalement, voilà, les temps de production dans la télé sont très très longs et qu'en fait, tu avais dit des choses dans ce documentaire il y a peut-être pas loin d'un an et qui aujourd'hui te paraissaient presque déjà obsolètes parce que tout évolue très très vite dans le Web3, quoi. Ouais, complètement. Bah, effectivement, je suis donc passée dans ce documentaire-là qu'on a tourné. Il me semble que c'était en avril 2023, donc ça fait vraiment presque un an. Et c'est vrai que quand je l'ai regardé, en tout cas par rapport à ce que je disais moi, mais en fait tout finalement, parce que le monde de l'art, enfin dans le Web 3 aussi a beaucoup évolué, mais même surtout par rapport à ce que je disais moi dans le documentaire. Donc, à l'époque, j'étais surtout focalisée sur, vendre, des œuvres d'art sur la blockchain. J'avais vendu, pas mal de trucs sur Tezos et je commençais, à vendre, pas mal sur OpenSea. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je pense que si on me demandait, comment est-ce que tu vis? Bah, je dirais plutôt, bah, c'est à travers, des, subscriptions. Comment on dit en français? Je sais plus, je suis désolée. Non, non, Mais pas de par souci, des abonnements, des abonnements. des abonnements, voilà, des abonnements, sur, Lens Protocol, des airdrops, tu vois? Des choses comme ça et en fait, c'est vrai que ça change vraiment très, très vite et je pense que l'année prochaine, peut-être que je gagnerai ma vie, d'une façon qui est vraiment, très différente. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression d'être passée d'artiste à, entrepreneuse vraiment dans le web 3 parce qu'aujourd'hui je trouve que le mot artiste, il est un peu réducteur parfois parce que quand je vois tout ce que je fais en fait pour mettre en avant ma marque, en fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant de rentrer dans ma communauté? Pourquoi est-ce qu'il faut investir dans moi finalement? Parce que quand les gens payent, c'est pas forcément pour acheter une œuvre en particulier, mais c'est parce qu'ils me font confiance, ils croient en moi, ils se disent que peut-être que dans un an, tout ce qu'ils auront investi, bah, ça aura peut-être doublé, triplé, etc. Donc c'est vrai que bah, moi j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait peut-être un autre mot. Artiste, c'est bien, mais peut-être que maintenant, c'est le moment, je sais pas, d'inventer des nouveaux mots pour pouvoir expliquer ce qu'on fait dans le Web 3. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Moi, je me retrouve aussi dans ce discours-là parce que moi, j'ai vraiment quitté, tu vois, une profession très cadrée, voilà, de cadre financier, etc., pour aujourd'hui être entrepreneur dans le Web3 et ça fait peur aussi parce que tu sais pas forcément toujours, voilà, comment ça va évoluer. C'est très cyclique et t'as pas une très très grande certitude sur tes sources de revenus. Donc, bon, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est aussi très excitant et t'as le sentiment de contribuer à quelque chose de voilà, je sais pas, de grand, qui peut quand même disrupter pas mal la société. Donc ça, en tout cas, c'est cool. Ce que je te propose maintenant, si ça te convient, c'est peut-être qu'on aille un petit peu sur tes sources d'inspiration. Si tu voudrais bien nous citer peut-être quelques personnes qui t'inspirent particulièrement dans ce domaine Web3, que ce soit d'ailleurs des artistes ou pas, voilà, tu penses à qui quand je te dis ça? Alors, je pense tout de suite à 2 femmes qui sont des artistes. Donc il y a bien sûr Stella Bell. C'est vraiment une personne qui m'a énormément inspirée. Je pense déjà par le message qu'elle, transmet à travers son art. Donc c'est quand même un elle est très politique, elle a pas peur, de la censure, elle a pas peur de s'exprimer et elle a aussi, ce regard qui est très féministe et en plus de ça, c'est une femme qui, va
soutenir les autres femmes. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu au début parce que c'est vrai que quand tu admires une artiste qui est aussi plus âgée, qui a beaucoup plus d'expérience, qui est dans le milieu depuis, enfin c'est une OG, ça fait je pense depuis 2014, elle a créé une des premières DAO, enfin vraiment c'est moi je l'admire énormément. Quand tu vois quelqu'un qui te soutient dès le début, ça fait hyper plaisir et en plus venant d'une femme parce que j'ai beau critiquer les crypto bros, etc. Faut savoir que tout le monde dans le Web3 n'est pas forcément un crypto pro qui est misogyne et sexiste. Hein, c'est pas ce que j'essaie de dire. Et au contraire, j'ai été énormément soutenue par des hommes justement qui achètent mon travail, même via Lens, qui vont acheter mes œuvres, qui vont acheter des abonnements, etc. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'aime beaucoup. En fait, c'est un peu comme ma maman du Web 3. Et à côté de ça, il y a une artiste qui s'appelle Machine, d'ailleurs qui est en train de prendre cette année, vraiment là, je pense elle va rentrer en galerie, etc. Et en fait, je sais pas comment elle s'appelle, mais je crois que sur Twitter, c'est Machine avec plein de i, si jamais quelqu'un veut chercher. C'est une jeune femme aussi qui a un univers très pop art. Donc elle crée des œuvres à la main qui sont aussi très explicites. Elle a un regard qui est aussi très féministe et très girl power. Et ce qui me plaît, en fait, avec elle, c'est que elle met sa féminité en avant. Et ça, je trouve que c'est très important dans le Web 3 parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui pensent que tu peux pas être féminine, sexy, jolie, si on a envie de dire. Enfin, après, la beauté, c'est très subjectif. Et en plus, réussir, tu vois. Et elle, c'est vraiment le portrait de la fille qui est vraiment canon, qui ose aussi se dévêtir, hein, parce que je pense qu'il y a quelques années, si tu mettais des photos de toi où on voit un peu ta poitrine ou si tu as des jupes très courtes, bah, c'était next, quoi. Mais aujourd'hui, on voit que les femmes qui s'imposent, qui sont à l'aise dans leur corps et qui le font en fait, qui sont leurs propres muses. Donc t'as pas un mec derrière qui te dit il faut que tu sois bien coiffée, que tu mettes des robes courtes, etc. Non, là c'est vraiment elle qui décide de son image, qui crée sa marque dans le Web 3. Elle le fait très 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 bien et en fait elle réussit à target des collectionneurs et des personnes, on va dire, qui sont entre guillemets importantes dans le space. Bah écoute, merci pour ces deux partages. On mettra les liens vers, alors, je sais pas, les sites internet ou les profils Twitter de ces deux artistes. Ça permettra voilà, aux auditeurs de les découvrir. Est-ce que tu nous partagerais aussi alors un projet coup de cœur que tu as en ce moment ou une tendance? C'est vrai que finalement, je m'aperçois que tout à l'heure, on a commencé à parler de Lens, mais on n'a pas forcément creusé. Peut-être que tu pourrais nous dire un mot sur Lens et en quoi tu crois à ce nouveau modèle de réseaux sociaux décentralisés et voilà, quelle est la valeur que ça peut t'apporter peut-être aujourd'hui par rapport à un Twitter duquel tu t'es lassé. Totalement. Donc je pense que c'est ce que tu disais aussi là tout à l'heure, c'est que le monde du Web 3 en fait il évolue hyper rapidement. On ne sait pas ce que ça deviendra en fait l'année prochaine, mais pour l'instant la trend c'est aussi les réseaux sociaux décentralisés. Donc on a Lens protocole, il y a aussi Farcaster qui est en train de prendre, etc. Mais on se rend compte aussi que les artistes ont envie de quitter Twitter, bien que ça reste le réseau social encore où il y a le plus de monde dans le Web 3, enfin tout le monde l'utilise encore, mais on voit que petit à petit, les gens commencent à tester ces réseaux sociaux décentralisés et à voir qu'il y a quand même de la valeur, que ce soit au niveau de la censure, bien entendu, mais aussi pour justement créer ta communauté et pour en fait vendre ton travail d'une autre façon. Moi, ce qui m'a plu en fait dans Lens, déjà au départ quand j'ai commencé, c'était en octobre 2022. Donc au début, c'était vraiment pour tester quelque chose de nouveau. Il y en avait un peu marre de Twitter et je pense que c'est aussi le moment où il y avait des changements. Je sais pas, Elon Musk qui faisait toujours des changements avec les algorithmes. Tout le monde avait son reach qui était hyper bas. Enfin, c'était vraiment chiant. Et j'avais vraiment envie de tester autre chose. Quand je suis arrivée sur Lens, j'avoue que j'avais du mal à comprendre au début, quoi. J'étais un peu perdue. J'essayé pas mal de choses. J'avais créé des espèces d'œuvres
avec de l'IA, mais toujours autour des frites et tout. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, moi, quand je suis tombée dessus, c'est que les gens, ils trouvaient ça très drôle, en fait, que je parle de frites. Et très vite, j'ai commencé à rentrer dans des communautés. Donc, il y a une communauté c'est la communauté OG sur Lens qui s'appelle Memester, qui était remplie à 18% de mecs, mais qui était quand même une communauté qui était très drôle parce que tout était autour des memes. Je me souviens même au début, c'était les débuts de Lens, du coup, on se faisait des calls dans spatial.io, on discutait entre nous. Enfin, vraiment, c'était assez cool. Et en fait, pour entrer dans cette communauté, il fallait collecter un petit NFT. Il me semble que c'était genre vraiment rien, hein, genre 2 Matic, un truc comme ça. Donc ça fait quoi? 1 €, enfin vraiment c'était pas cher. Mais en fait, j'ai remarqué que, cette communauté avait attiré énormément de gens. Enfin, il y avait des centaines de personnes qui avaient collecté et ça m'a vachement inspirée, en fait, en tant qu'artiste. Parce que je me suis dit: «C'est quelque chose que tu peux pas forcément faire sur Twitter». Sur Twitter, il faut, que tu aies, 10 000 abonnés pour commencer à monétiser. Tu peux pas monétiser, facilement ou alors il faut que tu passes par des NFT et cetera. Alors que sur Lens, en fait, la différence, c'est que tu peux mettre un post, donc comme si tu faisais un tweet, sur Twitter, mais tu peux, ajouter, l'option que les gens puissent, la collecter, quoi. Et je trouve que ça, déjà, c'est un plus, par rapport à Twitter. Parce que tu peux tout de suite monétiser ton audience et en plus de ça, tu peux l'emmener sur, les autres, plateformes. Donc que ce soit des applications, des sites internet et cetera. Donc tu perds pas, ton following. Alors que, par exemple, dans le web 2, si tu es sur Twitter et que tu as, disons 10 000 abonnés, mais que sur Instagram, tu en as 2 000, tu peux pas amener tes followers qui sont sur Twitter vers ton Instagram. Donc à chaque fois, tu dois recréer ton audience et je trouve que c'est vraiment fatigant. Non, mais je partage totalement, hein. C'est vrai que le fait de pouvoir vraiment maîtriser, enfin, et garder son audience, peu importe finalement le réseau social sur lequel tu es au sein de l'écosystème Lens, enfin, c'est vraiment hyper, hyper puissant, bien entendu, avec tous les aspects de monétisation beaucoup plus faciles et paramétrables que sur, par exemple, Twitter. C'est clair que c'est vraiment incroyable. Bah écoute, merci beaucoup, Jessie, pour cet épisode. On arrive déjà à la fin. C'est passé trop vite, comme à chaque fois. Mais écoute, en tout cas, moi, j'étais vraiment hyper content qu'on puisse faire cet épisode ensemble. Voilà, parler de plein de choses différentes, que ce soit de réseaux sociaux décentralisés, de ton travail d'artiste, de frites, d'un peu plus de parité aussi dans le Web3. Donc écoute, merci encore. Je te souhaite plein de bonnes choses dans tous tes projets. Et puis écoute, voilà, je vais dire ton emblème, Fries Before Guys. Je pense que c'est important. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure, si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Merci Romain pour l'invitation encore. Ouais, un petit mot de la fin, c'est surtout, n'hésitez pas à rejoindre Lens Protocol. Ça va bientôt être ouvert à toutes et à tous. Donc, je pense que c'est vraiment une expérience à tester. Et effectivement, je vais terminer par dire Fries Before Guys. Merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.